Commençons par le résumé du livre. Gargantua raconte l'histoire d'un géant qui s'appelle Gargantua. Le premier chapitre raconte son enfance en tant que fils du roi Grangousier. Doué pour les études, il se voit placé sous l'autorité de divers précepteurs. C'est là qu'on va parler de l'éducation de Gargantua. Une fois cette éducation terminée, le géant dérobe les cloches de Notre-Dame. Et après les avoir rendues, il suit une autre formation, une nouvelle formation, poussée, qui, elle, ne néglige ni le sport ni l'art chevaleresque. Enfin, dans le troisième épisode, Gargantua doit défendre le pays contre l'invasion des troupes de Picrocole. Le moine frère Jean apporte une aide aux gargantuistes. Enfin, une fois la victoire réalisée, Gargantua offre aux moines une abbaye idéale qui s'appelle Thélème. Dans Gargantua sont d'abord Gargantua, géant, fils du roi Grangousier et de Gargamel. Il devient un lettré et un homme de guerre après son éducation. Il incarne l'idéal du prince juste et vaillant. Grangousier, le père de Gargantua, un géant qui a une certaine fierté et incarne les idéaux humanistes d'un roi philosophe, c'est-à-dire un roi qui cherche à faire en sorte que ses sujets soient bien traités. Le frère Jean, qui est un moine non conformiste, grossier, dynamique, mais qui met en déroute les soldats de Picrocole avant de rejoindre Gargantua et sa troupe. Il incarne un idéal spirituel. Ponocrate, c'est le précepteur de Gargantua, le seul qui lui offre une véritable éducation, une éducation qui élève Gargantua profondément. Il y a également le gymnaste, qui est un gentilhomme qui enseigne à Gargantua l'art de la chevalerie. Et enfin, Picrocole, qui est le roi colérique qui envahit le royaume de Grangousier, dont il était pourtant l'allié. Il projette de conquérir le monde, mais il finit déchu et sans perspective. 4 clés pour la lecture, pour comprendre Gargantua. 1. La satire. Gargantua est un roman satirique. Rabelais se moque de la théologie de Paris, de la pensée scolastique, de la tyrannie, de la superstition. La religion. Il y a une pensée religieuse qui met un accent sur la foi, la charité et la tolérance. L'humanisme. Rabelais défend les idéaux de l'humanisme, à savoir l'importance de la culture et de la connaissance. Et enfin, le genre romanesque. Gargantua participe à l'invention d'un genre nouveau, puisque au XVIe siècle, il y a très peu de romans à proprement parler. Les principaux romans qu'on pourrait dire, c'est le roman de la Rose, par exemple, mais ça reste des passages qui sont écrits en vers. Donc, pour la première fois, on a un roman qui vraiment affirme son style et un roman aux formes multiples, on y reviendra. Allons-y pour le titre et le prologue. Alors, le titre est très grand. La vie très honorifique du grand Gargantua, père de Gargantua, jadis composé par M. Alcofribas, abstracteur de quintessence, livre plein de pantagruélisme. Gargantua est dans la continuité de Pantagruel, puisque le roman précédent c'était Pantagruel, qui s'intitule en entier Les horribles et épouvantables prouesses du très nommé Pantagruel, composé par maître Alcofribas Nazier. Et cette fois-ci, on va raconter l'histoire de Gargantua, donc du fils. Alors, tout d'abord, revenons sur le pseudonyme d'auteur, Alcofribas Nazier. Nazier, qu'est-ce que ça signifie ? C'est le nom d'un géant d'une célèbre chanson de geste. C'est un poème qui traite de grands faits, des faits de chevalier. La présence de ce nom-là va montrer l'importance de la tradition chevaleresque pour ce roman, puisque c'est aussi un roman de chevalerie. Enfin, il y a également Alcofribas, qui est un terme qui semble construit sur le mot alcool, mot arabe, qui est entré dans la langue française au XVIe siècle. Alcofribas est un abstracteur de quintessence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un abstracteur est un alchimiste qui élabore, au moyen d'un alambic, la partie la plus rare de l'alcool, qu'on appelle la quintessence ou la 5e essence. Qu'est-ce que c'est que cette 4e essence et cette 5e essence ? Au Moyen-Âge, il y avait une théorie selon laquelle il y avait 4 éléments principaux, l'eau, le feu, la terre et l'air. Il y avait un 5e élément qui était l'éther. Et la particularité, c'est que on pensait que si on arrivait à rassembler ces 5 éléments, alors on obtiendrait quelque chose de parfait, quelque chose de très profond, de très puissant. Ainsi, le mot quintessence, qui au départ signifie l'alliance des 5 matières et éléments, ça signifie quelque chose de vraiment le plus important, l'essentiel. C'est ça que ça signifie la quintessence.
avec Gargantua, on va avoir l'essence. On va avoir l'essence de quelque chose de très important. Et c'est très important, cette référence à l'alchimie, parce que ça veut dire qu'il va y avoir une transformation. Dans Gargantua, il y a beaucoup de passages qui pourraient sembler peu pertinents, qui pourraient sembler plutôt de l'ordre du détournement, de la rigolade, du ridicule, de la plaisanterie, du comique. Mais en réalité, il y a quelque chose de plus important. Et M. Alcofribas-Nazier, à savoir l'acronyme de François Rabelais, parvient justement à tirer l'essence de ce comique pour en tirer quelque chose de plus important. D'ailleurs, dès le prologue, le lecteur est invité à sucer la substantifique moelle, afin d'interpréter le livre à plus haut sens, c'est-à-dire selon la signification parfaite. Enfin, le titre mentionne le pantagruélisme. Et le pantagruélisme, c'est quoi? C'est une notion présente dans les romans de Rabelais, et c'est une notion qui éclaire un mode de vie représentant la charité chrétienne et sur le principe, à l'époque, qui était très important, d'utile doux, à savoir un mélange de délassement et de réflexion que l'on doit attendre d'un livre. Aujourd'hui, on dirait mêler l'utile à l'agréable. Qui est le narrateur du roman? Le narrateur du roman, c'est Maître Alcofribas. C'est lui qui va nous raconter les histoires du géant. Ça pose des difficultés de lecture, pour deux raisons. D'abord, Alcofribas est un ivrogne. Il déclare écrire, je cite, en buvant, et annonce vouloir dire, je cite, un mot de la bouteille. Fin de citation. Il est grossier à l'égard de ses lecteurs, qu'il traite de vérolés, et dont il se moque quand il évoque la queue de la jugement de Gargantua, chapitre 16. Il montre également qu'il a des connaissances et qu'il est heureux d'accumuler des savoirs qui sont, somme toute, peu utiles. Il s'avère plein de vanité. C'est aussi lui qui dénonce la stupidité du peuple de Paris, et c'est aussi lui qui juge vitieuse, qui juge sans sens la manière de vivre de Gargantua lorsqu'il est sous les mains d'importants professeurs qui lui donnent une éducation qui est en réalité pauvre. En d'autres termes, l'auteur véritable Gargantua se dissimule derrière un masque comique ambigu, où on donne la parole à un narrateur insaisissable, à la fois partisan de l'idéologie de Rabelais et en même temps détracteur de cette même idéologie. Maintenant qu'on sait qui est le narrateur, Gargantua, le livre, également sélectionne explicitement certains lecteurs. Dès la première phrase, Maître Alcofribas sélectionne ses lecteurs et dit qu'ils sont des ivrognes et des malades. Sans doute que c'est une allusion pour dire qu'il veut les soigner en réalité. Ils doivent faire coexister le sens littéral et le sens caché. Alors pourquoi est-ce que les lecteurs sont des ivrognes? Pourquoi est-ce qu'ils s'adressent aux ivrognes? Parce que l'inspiration est donnée par le vin. Il s'agit de l'inspiration bachique. Bachique, ça veut dire procurée par Bacchus, qui est le dieu grec du vin. Et grâce à cette inspiration bachique, on serait capable d'accéder à des vérités non rationnelles et mystérieuses. Et ainsi, Gargantua nous fera accéder à de telles vérités, justement si on est des ivrognes et des malades, c'est-à-dire qu'on a un problème, mais qu'on cherche la solution ailleurs. Et Gargantua va venir nous la donner. On va séparer et donner les grands enjeux de chaque partie du roman. Il y a 4 grandes parties dans le roman de Rabelais. Première partie, c'est l'enfance. C'est le moment où on va avoir la naissance de Gargantua, le fait qu'il soit né de l'oreille gauche de sa mère, après une grossesse de 11 mois, lors d'une fête réunissant de joyeux compagnons. Ensuite, le géant est nommé Gargantua, afin de célébrer le fait que, doté d'une grande bouche, il réclame aussitôt à boire. Chapitre 6. Cette première partie se termine sur l'énumération des jeux d'enfants auxquels Gargantua s'adonne. Il y a 2 enjeux pour ces premiers chapitres. 1. La discontinuité. C'est ce qui apparaît le plus nettement dans le roman dès les premières pages. Le rythme de narration est constamment brisé par des développements plus ou moins longs. Le récit est interrompu par des considérations juridiques. L'annonce de l'accouchement, de la naissance sont entrecoupées de développement. Il y a des digressions qui vont même au chapitre 8, au chapitre 9, parler
uniquement du symbolisme des couleurs, donc quelque chose qui, a priori, n'a pas vraiment de rapport avec l'enfance de Gargantua. C'est une façon pour Rabelais un peu de se moquer des écrivains. En effet, c'est donc Alcofri Basnazier qui écrit et qui commence à parler de choses qui l'intéressent plus que de l'histoire. Et c'est une façon un petit peu de se moquer des écrivains qui ne savent pas s'effacer, qui ne savent pas raconter une histoire correctement, qui n'arrivent pas à se mettre au service de l'histoire et qui sont toujours obligés de parler de leurs connaissances, de leurs sentiments, de leurs émotions, de mettre leur subjectivité alors qu'ils devraient peut-être faire un pas de côté. Mais en réalité, c'est aussi le moyen pour Rabelais de faire part de ses connaissances. Par exemple, sur le symbolisme des couleurs. On peut apprendre et comprendre la symbolique des couleurs avec justement Gargantua. Donc même si en fait c'est de la discontinuité, si ça permet pas forcément de créer quelque chose, une expérience fluide pour le lecteur, c'est un espace, le livre, où Rabelais peut discuter et évoquer ses connaissances sans que ce soit finalement tant problématique que ça. Deuxième épisode, c'est l'éducation. C'est du chapitre 14 au chapitre 24. Lors de cet épisode, il va y avoir deux grands enseignants, à savoir Tubal Holoferne et Jobelin Bridé, qui vont apprendre au fils de Grand Gousier, à savoir Gargantua, qui vont lui apprendre comment faire. Ils vont lui apprendre l'art notamment de la rhétorique et de la grammaire. Et dans l'objectif de faire de lui une éducation parfaite. Mais on se rend compte rapidement que c'est une catastrophe. D'ailleurs, Gargantua part et va alors à Paris. Une fois qu'il est à Paris, il est indigné par la stupidité des Parisiens et il les punit en les noyant sous un déluge d'urine, puis en dérobant les cloches de la cathédrale de Notre-Dame. La Sorbonne envoie maître Janotus de Bragmardo exiger la restitution des cloches, mais il se ridiculise et ses amis étouffent de rire. Gargantua, qui avait déjà rendu les cloches, lui offre des présents pour le remercier de l'avoir tant amusé. Alors avec Gargantua et Ponocrate, qui est son maître, et décide de l'élever de façon plus pertinente, avec vraiment des habitudes et une éducation humaniste, à la Rabelais. C'est-à-dire une éducation qui ne valorise pas seulement l'esprit, il faut qu'il ait beaucoup de connaissances, mais aussi une éducation qui valorise le corps, l'art de la chevalerie et la gymnastique. À présent, Gargantua est un prince accompli, éduqué, plein de sagesse et valeureux. Sur ces passages, on peut d'abord parler du symbole de la mouche. Le symbole de la mouche, quelque chose qui était majeur dans le premier roman et qui est aussi présent dans ce roman-là. Rabelais fait allusion à la mouche pour représenter les théologiens de la Sorbonne. Chez les écrivains latins, la mouche désigne l'individu nuisible dont on fuit la présence. Et la mouche, chez l'humaniste Guillaume Budet, c'est aussi le mouchard, l'hypocrite qui cause du tort par ses dénonciations méprisables. Pour Rabelais, ce sont les théologiens de Paris qui chassent les mouches, qui sont en train de parler de choses qui ne sont pas vraiment utiles, qui détournent le peuple des véritables choses importantes, par exemple pour les croyants, à savoir la foi, la charité, plutôt que de pinailler sur des détails, sur des débats épistémologiques, des débats philosophiques, des débats rhétoriques sur tel ou tel verset de la Bible et comment l'interpréter. Les théologiens de Paris et leur obscurantisme sont dans la continuité des éducateurs, à savoir Tubal Holoferne et Jobelin Bridé. Jobelin Bridé, évidemment, on voit tout de suite l'allusion au fait qu'il est bridé, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans une perspective sur le monde et il ne va pas produire, il ne va pas fournir une bonne éducation à Gargantua. Pour Rabelais, c'est extrêmement important de dénoncer l'obscurantisme, dénoncer les anciennes conceptions en matière d'éducation qui valorisent uniquement l'esprit sur le corps. Troisième épisode des chapitres 25 à 51. Ce troisième épisode porte sur la guerre. Une guerre menée par Gargantua contre Picrocole, un voisin qui cherche à envahir son royaume. Gargantua, après avoir appris que son voisin Picrocole, roi du pays de la Chouette, prépare une guerre contre lui, commence à rassembler son armée. La préparation est faite de manière burlesque, avec des détails comiques sur le matériel militaire. Les chapitres, ensuite, sont dédiés au conseil militaire donné à Gargantua par son frère et conseiller par son conseiller frère Jean des Entomeurs, un moine guerrier.
Il lui conseille de prendre des mesures décisives pour éviter la guerre et des stratégies pour préparer l'armée. La guerre commence, elle est lancée contre le royaume de Picrochole. L'ennemi est affronté de manière spectaculaire avec des scènes épiques et où les forces militaires sont représentées de manière exagérée et burlesque. On y trouve des détails satiriques sur la guerre et les comportements des soldats. Grâce à l'intelligence militaire de ses conseillers, Gargantua remporte plusieurs victoires contre les forces de Picrochole. Dans une scène comique, Picrochole échoue, perd et se retrouve sans ambition guerrière, se rend sans gloire, illustrant l'absurdité de la guerre et l'ineptie des monarchies belliqueuses. Les conséquences de la guerre sont également décrites dans Gargantua. Gargantua ainsi s'assure que ses victimes et ses prisonniers soient bien traités, et il décide d'utiliser la guerre comme un moyen d'améliorer le royaume plutôt que de se laisser emporter par des actes de violence gratuite. Ces chapitres évoquent une réflexion sur le coût humain et matériel des conflits. Enfin, Gargantua cherche à instaurer la paix et la réconciliation avec ses ennemis. Il leur réorganise son royaume, réforme les institutions et essaie de garantir le bien-être général. Que retenir et que comprendre de ça? Une réflexion qui porte sur l'altérité. La Renaissance, au moment où écrit Rabelais, c'est l'époque des grandes découvertes. On repousse les limites de l'univers connu. On ne savait pas à quoi qu'il y avait une terre, qu'elle était ronde. On découvre de nouveaux territoires comme les Indes, à savoir les États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on découvre un nouveau monde, en fait, on se rend compte que les autres, qui nous paraissent différents, sont similaires à nous. L'étranger pourtant si éloigné peut être notre semblable. Et nous devons entretenir avec lui une relation de fraternité. Dans le voyage vers Paris, quand Gargantua s'envole vers Paris, la grande jument en provenance d'Afrique chasse symboliquement les êtres nuisibles, ces mouches ennemies de la vérité. C'est donc un monstre venu d'ailleurs qui réalise une action civilisatrice et qui apporte la lumière d'une pensée nouvelle. Inversement, celui qui vit à côté de nous pourrait bien s'avérer radicalement différent et même inquiétant. C'est le cas de Picrochole, non seulement mon voisin, mais aussi ancien allié de Grand Gousier, avec qui il entretenait une amitié ancestrale et sacrée. Et pourtant, il se met en colère. Deuxième chose, le rôle de Frère Jean. Frère Jean est utile dans la bataille et il est une allusion à une vertu très importante dans la pensée humaniste, à savoir l'utilité. Le moine se montre ainsi utile à la collectivité. Cette qualité relève de la morale chrétienne inspirée par la charité, l'amour d'autrui, mais de la vertu humaniste de civilité, selon laquelle l'homme se doit de jouer un rôle actif dans la société. On a donc un moine qui n'est pas simplement là pour collecter des informations sur la Bible ou simplement faire silence et prier toute la journée. Non, il a un impact sur la société, un impact guerrier et il aide Gargantua dans sa quête vers le mieux-être et le bien-être de la société en général. Donc l'utilité, savoir se rendre utile aux autres, c'est une valeur que Gargantua défend. Une caractéristique du prince humaniste, c'est son attachement à la paix. L'époque est assez tourmentée à cause de rivalités entre François Ier et Charles V. Charles V, c'était l'empereur de l'Empire germanique et François Ier, le roi des Français. Sans oublier Henri VIII, roi des Anglais, ou encore Soliman, le sultan ottoman, et le pape, qui jouent aussi leur rôle dans cette période de conflit. Et dans ce contexte, Gargantua met en avant un prince qui cherche d'abord et avant tout la paix. Un chevalier qui cherche la paix, à savoir Gargantua. Gousier cherche par tous les moyens à faire la paix avec Picrochole. Et si Gargantua part en guerre, c'est uniquement pour défendre son royaume. La guerre a été menée sans mon vouloir, déclare-t-il au vaincu. Enfin également, il y a la maîtrise du discours et l'importance de savoir bien parler. À la fin de la guerre, Gargantua fait un discours, une harangue qui entérine sa victoire. Et ce sont des propos qui sont pertinents, qui sonnent, qui résonnent aux oreilles des citoyens, alors que avant, lorsqu'il avait une éducation fondée sur la grammaire et la rhétorique, il était incapable de produire un discours cohérent, un discours qui mette les foules justement en délire, un discours qui puisse résonner dans l'oreille et le cœur des citoyens. Et c'est avec cette nouvelle formation qu'il peut y arriver. Et donc c'est extrêmement important de savoir parler, de savoir créer un ordre dans le chaos des mots. La quatrième partie du roman est consacrée à l'abbaye de Thélème.
L'abbaye de Thélème couvre les chapitres 52 à 57. Gargantua souhaite récompenser Frère Jean pour son implication dans la guerre, et il lui offre à ce titre une abbaye. Mais comme ce n'est pas un moine ordinaire, il décide que l'abbaye sera ordonnée selon des règles contraires à celles des abbayes classiques. Ainsi, il y a une architecture majestueuse. L'abbaye de Thélème est un lieu grandiose, inspiré par le château de Madrid et celui de Chambord. Les règles de la vie ne sont pas strictes et ascétiques. Il n'y a aucune contrainte, faites ce que vous voulez. Et la devise de cette abbaye, c'est un lieu de liberté totale où les habitants vivent ensemble, sans séparation ni contrainte sociale. Il n'y a pas de murs et de frontières. C'est une abbaye ouverte à toutes et à tous, sans distinction de statut social ou d'origine. La notion d'isolement et de discipline monastique n'existe pas. Elle comporte 932 chambres, puis dans les éditions ultérieures, 9332. Alors que représente cette abbaye? Cette abbaye représente bien entendu l'idéal humaniste, à savoir l'épanouissement individuel, la connaissance, la raison et l'art de vivre. Il se moque des institutions religieuses et de l'ascétisme. Le jardin est luxuriant. Il y a de nombreux terrains où les habitants peuvent se détendre, faire des promenades et s'adonner à des activités en plein air. La religion dans Gargantua. Les questions religieuses sont fréquemment abordées dans Gargantua. Il y a tout un contexte politico-religieux extrêmement important, à savoir notamment l'affaire des placards. Alors l'affaire des placards, elle est simple. En octobre 1534, des protestants affichent un peu partout dans les rues de Paris que la messe ne vaut pas la peine d'être vécue. Pire encore, sur ces placards, donc ces affiches qui se trouvent dans les rues, il y a des injures qui sont proférées envers la messe. Le choc est énorme, déclenche une vague de répression. Les maisons sont fouillées, on arrête des personnes et une quinzaine de protestants sont envoyés au bûcher. En 1535, des placards contre la messe circulent à nouveau et la répression recommence jusqu'à interdire l'imprimerie. Pour Rabelais, cette situation n'est pas acceptable, tant d'un côté que de l'autre, tant du côté des catholiques et de la répression que du côté des protestants et de la détestation. Pour Rabelais, c'est important d'être charitable. La charité, c'est l'amour parfait, c'est la fraternité qui doit unir les hommes. L'objectif, c'est d'atteindre ce moment où on valorise l'amour vers autrui, sans se soucier de son ego. L'abbaye de Thélème, cela vient d'un mot grec qui signifie libre volonté. Ce mot spécifique du Nouveau Testament, on le trouve notamment dans le Notre Père, que ta volonté, téléma, soit faite. La devise des Thélémites insiste aussi sur cette idée, fais ce que tu voudras. L'idée, c'est de parvenir à un moment, à un idéal où on est libre de faire ce qu'on veut et aussi libre d'aimer et d'aider son prochain. La charité chrétienne consiste à adopter librement les conventions d'autrui. Pour Rabelais, le plus important est donc son rapport à la foi et comment est-ce qu'on aide concrètement les autres, beaucoup plus que de suivre les règles du groupe catholique. Né à la Renaissance, la notion d'humanisme a beaucoup évolué. Il faut attendre le XIXe siècle pour voir apparaître le mot d'humanisme. Mais dès le XVe siècle, humanista est un terme d'argot employé dans les universités italiennes pour désigner les professeurs qui enseignent ce qu'on appelle les studia humanitatis, à savoir la grammaire, la rhétorique et l'histoire. Rabelais, avec Gargantua, offre une œuvre fidèle aux idéaux de l'humanisme de la Renaissance. Les humanistes glorifient en effet ce qu'on appelle aujourd'hui les belles lettres. On préférait alors l'expression latine bonae literae, les bonnes lettres, car les humanistes pensaient que le contact avec les textes de l'Antiquité, qu'on retrouve et qu'on redécouvre à la Renaissance, permettent à l'homme de s'élever moralement. On ne naît pas homme, on le devient, disait Erasme dans son manuel de l'éducation. En se livrant à de savantes études, les humanistes œuvrent donc à l'amélioration de l'humanité. Ils considèrent que l'homme ne peut s'élever sans l'aide de ces bonnes lettres qui le sont réellement. C'est grâce à l'étude de la littérature que l'homme cultive sa raison, s'ouvre à la vérité, exprime ses idées avec clarté et élégance, maîtrise l'art de communiquer avec son prochain et remplit ses devoirs civils.
Il y a une vraie conception de l'homme chez les humanistes, à savoir une conception qui met en avant l'homme. Il faut comprendre que tout au long du Moyen-Âge, l'homme est d'abord un sujet de Dieu, un sujet du roi. C'est quelqu'un qui n'est pas très important en lui-même. Chaque individu n'est pas très important en lui-même, il est là simplement pour servir Dieu. Donc il n'a pas forcément de valeur en lui-même. Avec la Renaissance, les choses s'inversent un peu puisque on voit dans l'homme un individu qui est capable en lui-même d'avoir une valeur. Pas seulement une valeur en tant que serviteur de Dieu, mais une valeur en lui-même qu'il faut respecter. Rabelais partage cet idéal humaniste au sens où, c'est pour ça que dans l'abbé de Thème, il y a fais ce que tu veux comme devise, c'est parce que ce qui compte aussi, c'est la volonté humaine. Et c'est comment on arrive à respecter et à faire épanouir cette volonté de l'humain. Pas seulement envers Dieu, mais aussi pour soi-même, pour elle-même, pour ce qu'elle est. Il y a aussi un projet encyclopédique. L'encyclopédie, c'est l'idée du cercle de connaissances, encyclopédia, et les humanistes voyaient dans ce cercle l'image d'un savoir total. Rabelais voit les deux faces de la pièce parce que pour lui, le savoir, l'accumulation de savoir est très importante. On le voit dans l'éducation que lui donne Ponocrate, le bon éducateur, qui lui donne un grand nombre de connaissances. Il ne néglige pas sur le nombre de connaissances, il faut toujours en savoir plus, toujours en savoir beaucoup profondément, mais en même temps, il se moque aussi des listes, notamment au chapitre 22, où il y a une grande liste des jeux auxquels Gargantua joue. Il se moque des listes, il se moque de vouloir absolument tout savoir, il se moque également de certains savoirs qui ne sont pas utiles. Donc il y a mesure gardée, il faut tout savoir, mais savoir utiliser, rendre pratique ce qu'on sait, et pas seulement accumuler des connaissances pour lire des livres. Cette idée des savoirs qui s'accumulent rejoint un peu une autre thématique du roman, à savoir la nourriture. Il y a un statut ambigu de la nourriture, puisque la nourriture, c'est d'abord ce qui est utile pour la survie. Et donc c'est quelque chose d'utile, d'important. Gargantua, au moment où il est né, il demande directement à manger, mais c'est un moment où il est encore enfant. En fait, il apprendra plus tard que la nourriture, c'est quelque chose qui est d'abord utile. Il faut s'en servir et non pas l'utiliser pour s'en gaver, et non pas accumuler de la nourriture. Ce qu'il faut, c'est utiliser la nourriture et non pas l'accumuler. Ainsi, le régime alimentaire prescrit par Ponocrate est sobre et frugal, du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, des poissons, des fruits, des herbes et des racines. Voilà tout. Parce que lorsque l'alimentation est excessive, alors Rabelais s'en moque. Par exemple, dans le quart-livre, les gastrolâtres sont des personnages qui se vouent corps et âme à la nourriture, tout pour la tripe et leur devise. La nourriture est ainsi louée, mais lorsqu'elle sert aux besoins du corps ou qu'elle accompagne les repas entre amis. Le rôle de la médecine. La médecine joue un rôle important dans les œuvres de Rabelais puisque c'est un ancien médecin. D'abord, l'idée c'est de créer un comique médical, c'est-à-dire faire rire avec des éléments de médecine, je cite, « faire au-dessus relâcher les cotylédons de la matrice par lesquels sursauta l'enfant et entra en la veine creuse et gravant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille sénestre. » Pour Rabelais, la médecine est employée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une science sérieuse et complète au service de l'humanité. Elle est en adéquation avec les idéaux de l'humanisme. Je reviens à une thématique un peu plus littéraire, à savoir les genres de Gargantua. Alors, Gargantua, c'est un roman, d'abord un roman, mais il y a une profusion des genres littéraires. Tout est dans Gargantua. D'abord, c'est un roman. C'est un roman parce qu'on raconte l'histoire de Gargantua, référence au roman de chevalerie, puisque Gargantua devient un chevalier et qu'il se bat pour sauver la société. Ça reste un roman de chevalerie, mais Rabelais en fait une petite parodie, parce que l'objectif pour un chevalier, c'était de quitter le monde des hommes pour entrer en religion et finir sa vie. L'épisode de Thélème y fait allusion, mais Gargantua, s'il édifie une abbaye, n'y pénètre pas. Cette différence est importante et le signe que le modèle des romans de chevalerie est parodié. Aux valeurs de la chevalerie, Rabelais substitue donc les valeurs de l'humanisme. Je cite, « Ce que les Sarrasins et barbares jadis appelaient prouesse, maintenant nous appellerons briganderie et méchanceté. » Là où on défendait la nation et on disait que c'était quelque chose de très important, et bien pour Gargantua, c'est tout simplement d'abord et avant tout des actes qui sont pas très utiles, des actes de violence pure et gratuite. C'est aussi un roman humaniste, il y a une fiction narrative où il y a une portée philosophique et morale. On cherche à
donné l'idéal de l'éducation humaniste, à savoir une éducation fondée sur le corps, sur les savoirs et les connaissances, et quelque chose qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, et pas une éducation poussiéreuse, ancienne, simplement intellectuelle, sans rapport avec le monde ni la réalité. Et enfin, c'est également un genre hybride, un roman qui évoque les traités savants, où il y a des passages épistolaires avec des lettres et des petits éloges, il y a des utopies avec l'abbaye de Thélème, des passages poétiques également. Il y a tout un rapport à la langue, à la lexicalité. Dans Rabelais, il y a une richesse lexicale, d'abord avec un langage très stylisé. Il y a beaucoup d'archaïsmes, de tournures grammaticales oubliées. La prose de Rabelais place par exemple le groupe nominal complément d'objet avant le verbe, ce qui n'est plus possible qu'en poésie aujourd'hui. Exemple, le tout notant et considérant gymnaste. Rabelais supprime des adverbes de renforcement de la négation. Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter devient en 1542 Bacchus ne fut-il engendré par la cuisse de Jupiter. Il y a également une grande invention lexicale. C'est dans ce roman qu'apparaissent pour la première fois cornes d'abondance, altère, imposteur, le sens de sinistre pour funeste. Rabelais met à contribution les patois, le latin, le grec, l'hébreu. Les hellénismes sont nombreux, la plupart attestés pour la première fois en français, automate, gymnaste, hypatrie. Les premières attestations de latinisme abondent également, arborier, élaboré, excrément, homonymie. Il y a énormément de formes de comique dans Gargantua. Il y a d'abord l'incongru, c'est-à-dire que c'est un rire qui va associer des idées qui sont mal assorties. Les jeux de mots qui mettent par exemple deux notions dépourvues de rapport entre elles. Une femme qui n'est ni belle ni bonne, à quoi vaut-elle ? Sous-entendu, vaut-elle avec le mot toile ou tissu. Le grand Dieu fait les planètes et nous faisons les planètes. Cela rapproche le sublime et le trivial en rapprochant Dieu. Cette structure, cette idée, cet être suprême avec les planets, à savoir tout simplement quelque chose d'assez banal. Il y a également un comique de l'exagération, de l'emphase, un procédé stylistique extrêmement permanent chez Rabelais. Il y a une exagération, par exemple, dans toutes les listes qu'il va avoir. Pour allaiter le jeune géant Gargantua, on fait venir 10 et 7913 vaches. Le rire du géant, il y a un rire comique spécifique à la littérature populaire qui repose sur le décalage des proportions. Par exemple, Angousier prend les boulets de canon dans les cheveux de son fils pour des poux. Il y a également tout un passage sur la grossièreté. La littérature de Gargantua est une littérature qui s'inspire de la littérature populaire dite de foire, où on exploite le registre grossier avec les flots d'urine de Gargantua et de sa jument, ou les plaisanteries douteuses d'un alcofribas ivre qui interpelle ses lecteurs au sujet des dissensions de la queue de la jument de Gargantua. Il y a aussi un comique ecclésiastique, un comique sur les jeux de mots, notamment liés à la Bible. J'ai la parole de Dieu en bouche. J'ai soif. Dis donc le frère Jean. Le comique, enfin, savant, puisqu'il y a aussi un comique qui s'appuie sur l'érudition et l'allusion, pas seulement sur un comique populaire. Par exemple, on a Natura abhorret vacuum, la nature a horreur du vide, un célèbre axiome d'Aristote pour justifier le fait que Gargantua a faim. Il y a également beaucoup d'ironie et d'antiphrases, les ironies qui sont des armes contre l'humanité corrompue, l'ironie de sarcasme et l'ironie socratique, l'ironie complice avec le lecteur et une ironie déroutante. Chasse de la vérité, il y a une petite métaphore de la chasse qui est présente également dans Gargantua. On fait du lecteur un chien au départ du roman qui entame, qui brise l'os à la moelle. Une telle comparaison suggère que le bon lecteur devra être un chasseur de vérité. C'est-à-dire que dans Rabelais, dans Gargantua, il y a une vérité cachée, à savoir l'humanisme, qui se cache derrière toutes les parodies qu'on a vues, tous les procédés humoristiques, tous les procédés comiques. Mais cette vérité reste une vérité individuelle à interpréter. Le projet de Rabelais n'est pas d'imposer une vérité, mais de nous contraindre à nous interroger, à nous demander pourquoi est-ce qu'on lit, quel sens on produit lorsqu'on lit, quelle interprétation est-ce qu'on peut avoir. C'est pourquoi à la fin du roman, il y a une ambiguïté finale, puisque le frère Jean semble incarner le haut sens, mais son interprétation reste allégorique. Le fait que le roman se termine sur une énigme, ça nous montre que finalement,
Il n'y a jamais de sens clair, il n'y a jamais de sens certain, et tout est à l'interprétation du lecteur. J'affiche à l'écran tout de suite les notes qu'ont mes élèves depuis ces dernières années, depuis les 4 ans désormais que je suis professeur. Tu peux le constater, les notes sont entre bonnes et excellentes. Si tu veux les mêmes notes, n'hésite pas à d'abord écouter la vidéo et si ça te plaît à cliquer dans le lien dans la description pour avoir un cours avec moi.